Alors, la marine du consulat et de l'Empire est souvent considérée comme la mal-aimée de l'épopée impériale. Parmi les 6 grandes défaites de la marine française, 2 ont eu lieu sous le consulat et l'Empire. La bataille d'Aboukir, qui voit la destruction de quasiment toute la flotte française, et puis la célèbre bataille de Trafalgar en 1805. Défaite navale la plus célèbre, la plus décisive, qui va instaurer pour longtemps la domination britannique. Si j'arrive à passer ces diapos... Ah ben dis donc. Ah. Et pourtant, l'arrivée de Bonaparte au pouvoir va profondément influencer la marine française. Héritier d'une période révolutionnaire, celle-ci, la marine s'était effondrée, les officiers étaient partis, les navires avaient été détruits, comme vous l'a dit tout à l'heure FX. De nombreuses réformes vont eu lieu sous le temps de Napoléon. La solde, les uniformes, la discipline, le secours aux familles, le recrutement des écoles de la marine, mais surtout la modernisation et la construction de plusieurs centaines de navires. Mais malheureusement, le temps de la marine, ce n'est pas celui de l'armée de terre, et la portée de toutes les réformes qu'il avait instituées va mettre beaucoup plus de temps pour porter ses fruits. Aujourd'hui, je vais m'arrêter sur 2 évolutions, somme toute discrètes, mais qui trouvent sous le consulat et l'Empire la reconnaissance. D'abord les mousses et la création des navires hôpitaux. Retenons que Napoléon est, avec Saint-Louis, l'un des souverains qui va naviguer le plus. Sur le navire qu'il amène à Sainte-Hélène, il confesse « Je n'ai point fait assez pour la marine. J'ai cherché l'homme de la marine sans jamais avoir pu le connaître ou le rencontrer. » Pour bien comprendre l'origine des mousses, il faut se pencher tout d'abord sur les enfants de troupe. De 1766 à 1884, on peut compter le nombre d'enfants de troupe au nombre de 60 000 inscrits dans les registres du corps. Et en 1798, le ministre de la Guerre veut donner une sollicitude de la nation à tous ses enfants. Il exprime les vœux suivants. Il importe, écrit-il, de venir au secours de ces enfants malheureux, qui les uns par leur perte de leur père, les autres par leur infortune, sont chers et gouvernement, et qui deviendront des citoyens vertueux et d'intrépides et généreux soldats. Un peu plus tard, sera écrit, les enfants pourront être inscrits dès l'âge de 2 ans. Ils devront être nés légitimes d'une femme attachée au corps comme blanchisseuse ou lavandière. Et d'un militaire, ils recevront l'instruction militaire. 2 enfants par compagnie sont admis à la solde à partir de l'âge de 12 ans. Ils occuperont les fonctions de musiciens ou d'apprentis auprès des maîtres ouvriers. Ces dispositions vont changer progressivement au cours du temps. L'un des enfants les plus célèbres, vous le connaissez tous, enfant de troupe, c'est Victor Hugo. Il écrit à son fils en 1869 « J'ai été enfant de troupe. À ma naissance, j'ai été inscrit par mon père sur les contrôles du royal. C'est pourquoi, puisque j'entre dans la voie des aveux, je dois convenir que j'ai une vive sympathie pour l'armée. J'ai écrit quelque part, j'aime les gens d'épée, en étant moi-même un, à une condition pourtant, que l'épée soit sans tache. » Si la reconnaissance des enfants de troupe a été instituée sous Napoléon, qu'en est-il des mousses et des apprentis? Les mousses, leur nom, c'était bon à tout et propre à rien. Le nombre de mousses et de novices est estimé à la début du XVIIIe siècle autour de 16 000, embarqués pour tout l'ensemble de la marine française, pour un peu moins de 57 000 marins. Ainsi, pour un vaisseau de 74 canons, on trouve environ 550 hommes pour 70 mousses. Leur nombre va varier. Et en 1810, par exemple, ce sont les enfants trouvés dans les rues, à partir de 12 ans, qui sont obligatoirement destinés au service de la marine. La solde est faible, environ le tiers de celle d'un matelot première classe. Dans la Royal Navy, les mousses qui sont aussi très présents sont nommés les singes à poudre, les powder monkeys. Leur tâche, comme leur nom l'indique, consiste à fournir continuellement aux équipages, en se faufilant, la poudre à canon qui est conservée profondément dans le magasin, au-dessous de la ligne de flottaison. Nature hautement inflammable, la poudre à canon pouvait bien entendu faire des catastrophes. Une fois que les singes à poudre arrivent dans cette pièce, ils reçoivent du maître canonnier qui est en feutre pour ne pas faire d'étincelles, leur dose de gargousse et remontent
l'amener au niveau des canons. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans la marine, le rôle est capital, car en définitive, c'est pas tant le nombre de canons qui fait la différence entre deux bateaux, c'est la rapidité avec laquelle les enfants mousses vont pouvoir servir et faire tirer pour neutraliser l'ennemi. De nombreux témoignages témoignent de l'horreur des combats maritimes. Celui de Dame de Courcelles qui nous dit « Tout à coup, nous fûmes entourés de morts et de blessés, dangereusement, qui par leurs cris nous arrachent l'âme. L'aumônier en surplus, avant le combat, avait donné la bénédiction sur le pont et dans toutes les batteries. Il était près de nous pour administrer les derniers sacrements d'un mourant. D'un côté, nous voyons couper un bras d'un maître, un autre amputer une cuisse, plus loin, penser une tête défigurée, entourée de sang. Mais l'opération la plus horrible que j'ai vue, c'est celle d'un mousse qui poussait des cris déchirants, auquel on désossa le reste du bras à l'épaule, une opération qui dura plus d'un quart d'heure, durant laquelle il hurla toujours. Plus loin, le témoignage d'un jeune mousse anglais à peine âgé de 14 ans. Tout baigné dans la confusion et l'horreur, j'étais en train d'approvisionner un canon quand je vis du sang jaillir du bras de l'homme situé à côté de moi. On entendait de toutes parts des hurlements de blessés. Ceux qui avaient eu la chance d'être tués sur le coup étaient immédiatement jetés par-dessus bord pour ne pas gêner, bien entendu, ceux qui combattaient. 2 des mousses qui se trouvaient sur le pont furent tués. L'un d'eux avait eu le visage brûlé par l'explosion de sa gargousse de poudre. Il avait levé ses 2 mains en l'air, comme il se demandait grâce, c'est alors qu'un boulet l'avait littéralement coupé en 2. L'un des mousses les plus célèbres fut Giocante, le fils de Luc Julien Casabianca. Napoléon écrit à Sainte-Hélène, j'ai vraiment beaucoup de mal avec cette petite souris, voilà, on va y arriver. Napoléon écrit à Sainte-Hélène, Casabianca avait un fils, 10 ans. Quand il vit le bateau gagner, le feu gagner le feu gagner le vaisseau, il chercha à sauver cet enfant. Il l'attacha sur un mât de hume qui flottait, mais cet intéressant enfant fut englouti par l'explosion. Plus loin, Alfred de Vigny prête ses paroles à Napoléon. « Je n'aime pas qu'on amène ces enfants. Je l'ai permis qu'à Casabianca, et j'ai eu tort. » Les mousses font partie importante des 3700 morts et 1500 blessés des 15 000 hommes qui composaient la flotte à Trafalgar. On trouve, après la bataille de Trafalgar, plus de 800 enfants prisonniers sur les pontons de Plymouth que je vous mets ici. Le taux de mortalité à bord de ces pontons était considérable. On peut considérer qu'ils sont quasiment tous morts. Mais ne nous trompons pas, et Fix nous l'a dit, on ne meurt pas sur les bateaux impériaux de la guerre, mais des naufrages en pleine mer, des incendies et des maladies. Les chiffres anglais sont éloquents. De 1792 à 1815, la marine a perdu 100 000 hommes. 80% de ces disparitions sont liées aux naufrages, aux maladies et aux désertions. Le nombre important de mousses morts dans un contexte où même les marins aguerris souffraient énormément va poser un problème majeur, car ces jeunes étaient aussi l'avenir de la marine, souvent fils eux-mêmes de marins ou d'officiers mariniers. Cette hécatombe conduisit progressivement, sous Napoléon, à diminuer leur recrutement. On ne pouvait pas rester indifférent et les autorités commencent à s'interroger sur la présence de 6 jeunes enfants sur les bateaux qui n'amènent, en dehors de cendres à poudre, pas une grande plus-value lors des combats. Et progressivement, ces mousses vont être, on va dire, débarquées et formées. Et la première école de mousses en France, elle naît en 1822 à Brest. On prévoit qu'ils soient tous âgés entre 12 et 14 ans, sains de corps et vaccinés contre la variole, et que les parents s'engagent à ne pas les retirer avant 18 ans. Cette prise en compte des réalités sociales et éducatives conduit finalement à la création donc de notre école à Brest. L'histoire du navire hôpital français, c'est la deuxième partie de ce propos, ne commence ni avec Napoléon, ni avec la campagne d'Égypte. Vous l'avez vu, dès le règne de Louis XIII, l'État reconnaît officiellement la nécessité d'embarquer des chirurgiens sur ces vaisseaux. Une ordonnance précise des soldes, environ 30 livres, et le matériel qu'il faudra. Un demi-siècle plus tard, Colbert, ministre de la Marine, fait inscrire dans le Code des armées le principe révolutionnaire de l'existence d'un vaisseau spécifiquement équipé pour servir d'hôpital. Il nous dit, Colbert, ce vaisseau sera choisi, ce vaisseau, grand et bien aménagé, avec une hauteur raisonnable entre ses ponts, afin que les malades et estropiés puissent être servis et secourus
avec commodité pour éviter tout ce qu'on a dit tout à l'heure, toute infection et mauvaise odeur. Ce vaisseau servant d'hôpital sera pourvu d'un chirurgien capable. Ce chirurgien, il ne devra pas monter sur le pont pour quelque raison que cela puisse être. Il aura soin d'y disposer d'une place en dessous, sous là, pour recevoir les blessés, ainsi que tout ce qui sera nécessaire pour panser et arrêter le sang. Le concept est donc posé, la mer doit aussi avoir son hôpital. Ce modèle est repris et amplifié par la Révolution, puis l'Empire, grâce notamment à l'avancée des ambulances de l'arrêt que vous connaissez tous, oui, où pendant la première des campagnes, il imagine et crée l'ambulance destinée à porter secours aux blessés sur les campagnes. Lors de la campagne d'Égypte, Napoléon impose une organisation médicale sans précédent. Chaque division doit disposer de son vaisseau-hôpital, qu'il appelle une ambulance, et chaque ambulance doit avoir son chirurgien et sa pharmacie. Dominique Larrey est chargé de s'organiser de l'hygiène et l'organisation sanitaire, et Desgenettes, alors je ne sais pas si je vous l'ai mis ici, Desgenettes, non je ne l'ai pas dit, médecin en chef, coordinateur des bateaux hôpitaux, et lui est chargé de l'organisation. C'est dans ce contexte qu'apparaît le fameux bateau, le Cos. Le Cos n'est pas un navire ordinaire, d'origine vénitienne, acquis à la suite du traité de Campo Formio. Il revient de Corfou, hors d'état de combattre. Voici la description de ce bateau. La carène de ce vaisseau est très vieille, la construction telle qu'était la nôtre il y a un siècle. Les canons en fer sont dans un état dangereux, vétuste. Il est de toute nécessité, écrivent les inspecteurs, de le désarmer totalement, car dans l'état actuel, la commotion seule de leur artillerie suffirait pour les mettre hors de combat. Plutôt que de le condamner, la marine française fait un choix stratégique. Elle le transforme en navire hôpital. Son nom rend hommage à Jean-Jacques Cos, général de brigade, tué lors de la campagne d'Italie. En 1798, lors de la campagne d'Aboukir, la flotte française va être totalement anéantie par les Britanniques. Voilà Desgenettes. Et le Cos, lui, n'est pas en première ligne. En tant que navire hôpital, il est volontairement placé en arrière, protégé. La situation va pousser Bonaparte tranquillement à envisager son réarmement après la destruction de toute la flotte française. Il ne reste plus que 2 bateaux, dont le Cos, qui ne sert à rien. Et ce bateau va progressivement passer aux mains des Anglo-Turcs et puis rendu à l'armée française. Et il va rejoindre le port de Brest. À Brest, l'hôpital venait de brûler, donc ce bateau va être finalement l'hôpital de Brest et va servir d'instruction aux médecins et aux infirmiers. Le Cos servit donc comme navire hôpital d'appoint et ponton sanitaire. Il va être démantelé en 1815 et son matériel va rejoindre l'hôpital maritime quand il sera reconstruit. Le Cos n'a jamais fait tourner ses canons et il n'a jamais tiré. Il est le chaînon entre la chirurgie embarquée du XVIIe siècle et les vaisseaux hôpitaux modernes tels que nous les connaissons. C'est un témoin discret mais fondamental. Actuellement, nous avons des vaisseaux, bien entendu, que tout le monde connaît en ce qui concerne la médecine navale, mais je vous présente ici les anciens bateaux, le Navarin et le Duguay-Trouin. En conclusion, longtemps jugée à l'homme de ses défaites, la marine du consulat de l'Empire relève pourtant d'une profonde dynamique de réforme humaine, vous avez vu avec les mousses et les enfants de troupe, sociale et sanitaire. La reconnaissance progressive des mousses témoigne d'une prise de conscience tardive mais essentielle, formée, protégée plutôt qu'exposée inutilement. L'évolution du chirurgien embarqué vers ce navire-hôpital marque l'entrée dans l'ère de la médecine organisée. Le destin du Cos, navire flottant plus que vaisseau de guerre, incarne cette mutation silencieuse. Il rappelle que la modernité navale ne se mesure pas seulement à la puissance des canons, mais elle se lie aussi dans l'attention qui se porte au corps, aux vies et à l'avenir des marins. Je vous remercie.